de matière croît au cours du temps. Et on voit qu'il y a des endroits, elle diminue, elle devient vide, c'est ces zones plutôt bleu foncé, et les zones plutôt bleu clair, c'est là où la matière s'est concentrée et accrue au cours du temps. Le schéma général, on va suivre, on va être capable de calculer ce champ de matière qu'on va tracer par un certain nombre de particules, le plus grand nombre de particules possible, de les faire évoluer sur une grille de calcul pour déterminer leur position, toutes ces trajectoires étant reliées entre elles. Parce que la distribution de matière est ce qu'on appelle autogravitante. La présence de la matière à un endroit influe sur la présence de la matière à un autre endroit. Il y a une interaction gravitationnelle. Donc la difficulté, ça va être de suivre un très grand nombre de particules. On le fait par ce schéma qui consiste à faire un calcul sur un premier niveau de grille où on va calculer les trajectoires des particules. Et là où plein de particules se concentrent, on va raffiner cette grille et pouvoir suivre de façon précise le mouvement des particules à l'intérieur des structures elles-mêmes. Un schéma aussi, c'est important, j'insiste sur ce côté, c'est évidemment très technique, mais c'est important. Il est important de savoir comment un satellite observe le ciel, comment un télescope, suivant sa taille, est capable de voir loin. Il est important de savoir comment on va être capable de réaliser le plus grand calcul possible. Savoir faire le calcul et savoir le faire pour un très grand nombre de particules capables de tracer avec la plus haute précision le champ de matière dans l'univers, dans tout l'univers, et donc le plus grand nombre de particules possibles nécessite des ressources les plus importantes. Ces ressources ne sont plus localisées en une seule source de calcul, une seule unité de calcul. Les moyens de calcul à leur disposition sont distribués sur des machines qu'on dit être parallèles, plusieurs ordinateurs, l'équivalent de plusieurs ordinateurs qui calculent entre eux, et il faut être capable de répartir des bouts de calcul sur toutes ces unités de calcul et de faire communiquer toutes ces unités de calcul entre elles pour être capable de trouver le résultat final qui nous intéresse, à savoir d'être parti, ce que l'on observait sur ce cas-là, c'est-à-dire de la matière, de la matière essentiellement homogène, très reculée dans le passé, qui au cours du temps va se concentrer, former des filaments, former des halos, des objets dans lesquels se formeront les amas de galaxies, les galaxies, etc., etc. Pour faire ceci, il y a des schémas et des techniques numériques très compliquées, qui consistent donc à répartir le calcul et à faire communiquer tous ces ordinateurs entre eux pour être capable de suivre le calcul avec la plus grande précision possible. Finalement, nous avons donc réalisé un certain nombre de ces calculs. Ici est listé un grand nombre de simulations réalisées pour différents modèles, jusqu'au modèle ultime, si on peut dire, qui a consisté, comme on va le voir dans un instant, à simuler l'évolution de la distribution de matière dans tout l'univers, sur toute l'histoire, ou quasiment toute l'histoire de l'univers, qui a nécessité des ressources informatiques de calcul phénoménales. En fait, la réunion de ressources qui n'avait jusqu'à présent jamais été faite, spécialement sur le système Curie, qui prévoit un supercalculateur, un des plus puissants au monde, avec un système de disques, un système de communication, d'entrée, sortie, etc., pour lire des données, écrire des données, etc., parmi les plus performants au monde. En jour aujourd'hui, même si sa partie purement calcul est maintenant, alors qu'il a été le 4e le plus puissant au monde, cet ordinateur Curie, il est passé à la 9e, il est maintenant 11e, le système dans son ensemble et son accompagnement en termes de disques, de capacité à écrire, de capacité à lire des données, etc., il fait partie des 3 systèmes au monde qui sont capables de faire ceci. Il y en a un ici, il y en a un Argonne aux États-Unis, et il y en a un au Japon. D'autres ordinateurs sont possibles, mais ils n'ont pas la même capacité mémoire, la même capacité de disque, etc. Ici, par exemple, on voit un peu mieux, sur une zone un peu plus large, une sorte de carotte de matière dans l'univers, on ne voit pas tellement cette image, l'évolution de la matière au cours du temps. Les zones qui se vident, les concentrations qui apparaissent, les fusions d'objets qui apparaissent, et tout le processus de structuration va être caractéristique de la cosmologie, du modèle d'univers qui est derrière. Vous voyez, on le voit au cours du temps, on est là à 8 milliards d'années dans ce modèle, les choses évoluent, la matière se concentre d'autant plus, les zones se vident, des longs filaments constitués eux-mêmes de structures plus subtiles encore
apparaissent, etc. À l'intersection de filaments, vous avez les objets les plus massifs, qui seront les lieux de formation des amas de galaxies, etc., etc. Une zone essentiellement, on est parti d'une carotte qui était totalement pleine et homogène. Maintenant, énormément de zones de cette carotte dans l'univers sont vides, et la formation d'objets supermassifs localement. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avons-nous besoin, puisqu'on est capable de simuler tout l'univers? L'exigence, là, nous sera imposée par l'objectif scientifique qui est l'énergie noire. L'énergie noire, comme on l'a vu, c'est une façon de parler du phénomène physique qui est l'accélération de l'expansion de l'univers. L'accélération de l'expansion de l'univers, ça concerne donc la dynamique globale de l'univers. On comprend bien que plus on sera capable de suivre comment la matière s'est amoncée, s'est rassemblée sur un volume le plus large, plus le mouvement de cette matière sera caractéristique du mouvement de l'espace dans lequel était distribuée cette matière, et éventuellement de cet espace à se dilater de façon plus ou moins rapide ou de façon plus ou moins accélérée. Donc, au plus grand volume on accédera, de la meilleure des façons, on suivra à travers le mouvement de la matière dans l'univers l'espace dans lequel évoluait cette matière. Mais surtout, quand on va suivre un très grand espace et on va amoncer de la matière sur un très grand espace, on va être capable d'aller former les objets les plus massifs qu'il y a dans l'univers. Éventuellement même l'objet le plus massif, celui qui a amoncé dans l'univers la plus grande masse qu'il y a dans l'univers, qui le regroupe dans l'univers. Donc il y a une galaxie, c'est typiquement 1000 milliards d'étoiles, des amas de galaxies, c'est des milliers de galaxies, puis il y a des super amas, et donc il y a un objet qui est le plus grand, le plus massif dans l'univers. Celui-là a dû amoncer dans toute l'histoire de l'univers la plus grande quantité de matière, et il est allé la chercher sur un domaine d'espace le plus large dans l'univers. Donc, fort probablement, on le comprend bien, comment cet objet particulier, disons les objets qui lui sont proches en termes de masse, seront caractéristiques, traceront la dynamique de l'univers et donc la nature de l'énergie noire. Donc, être capable de simuler tout l'univers observable, c'est-à-dire, et dans cet univers observable, l'objet le plus massif, les plus rares, seront un bon moyen de voir quelle peut être l'influence de l'énergie noire sur la dynamique de l'univers et donc sur la formation d'un tel objet. Donc, première motivation à simuler tout l'univers, c'est parce qu'on va être capable d'aller former ces objets les plus massifs, c'est-à-dire les plus rares. Si vous ne simulez qu'une toute petite partie de l'univers, vous pouvez manquer la formation d'un tel objet. Vous pouvez isoler une partie de l'univers, cet objet n'apparaît pas. Si vous simulez tout l'univers observable, vous êtes sûr que cet objet le plus massif apparaîtra. Donc, nécessité, pour être sûr d'avoir cet objet, dont on sait qu'il sera caractéristique de la dynamique de l'univers, donc de l'énergie noire, c'est de simuler tout l'univers pour être sûr de ne pas le rater, si vous voulez. Une autre exigence qui impose, si on s'intéresse à l'énergie noire, de simuler tout l'univers, c'est que quand vous mesurez une quantité, et que vous calculez ensuite, par exemple, le nombre d'objets qu'il y a dans l'univers, ou une propriété, comment la matière s'est répartie sur telle échelle, etc. Tout comme c'est vrai, par exemple, pour Planck, qui observe ce qu'on appelle la variance cosmique, une échelle donnée, elle va être présente dans l'univers un certain nombre de fois, suivant le volume dont vous disposez. Si vous regardez une toute petite échelle, et si vous simulez un petit volume, cette échelle-là est présente. Vous pouvez rentrer des règles de cette taille, si vous voulez, dans ce volume, en très grand nombre. Mais si maintenant l'échelle qui vous intéresse est relativement grande, pour avoir cette échelle le plus grand nombre de fois, de la capacité de rentrer cette règle le plus grand nombre de fois dans l'univers, il faut donc accéder au plus grand volume. Je disais précédemment que l'objet le plus massif, il va être caractéristique de l'énergie noire parce qu'il ramasse la matière sur le plus large des volumes. Une autre façon, et donc, il est capable de suivre, en suivant le mouvement de cette matière, de suivre comment l'univers s'est dilaté sur ces grandes échelles. Si je veux suivre aussi un phénomène caractérisant la dynamique de tout l'univers, mais tout au long de l'histoire de l'univers, qui
me transporterait un phénomène lié à de la physique microscopique au tout début de l'univers, mais que, du fait de l'expansion de l'univers, maintenant se retrouve sur des très grandes échelles, il me faut être capable que cette échelle qui est grande aujourd'hui se retrouve le plus grand nombre de fois dans mon volume d'univers. Meilleure façon de le faire, c'est de simuler à nouveau tout le volume de l'univers pour être capable de mesurer cette échelle qu'on appelle l'échelle d'oscillation baryonique, qui traduit le phénomène à l'origine des fluctuations du CMB, produit sur des échelles microscopiques, mais qui s'est transporté tout au long de l'histoire de l'univers pour être aujourd'hui sur des grandes échelles. Donc deux exigences. D'abord pour avoir les objets les plus rares, les plus massifs, ou encore d'être capable de suivre une échelle donnée tout au long de l'histoire de l'univers, qui aujourd'hui est grande, le plus grand nombre de fois possible. Plein d'autres raisons, mais retenons au moins ces deux raisons-là, qui nous obligent, si on veut être capable de marquer l'influence de l'énergie noire sur la structuration